Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. La loi engagement et proximité qui vise à répondre au malaise des maires est actuellement examinée dans l'hémicycle du Sénat. On va en parler avec l'un des rapporteurs du texte, le sénateur Les Républicains, Mathieu Darnaud. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France. Nous parlerons bien sûr du congrès des départements qui a lieu la semaine prochaine. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes dans l'Ille-et-Vilaine, à Rennes, précisément pour parler de la rentrée universitaire. Et puis enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons notamment de la situation à Rouen, 2 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol. La commission d'enquête sénatoriale doit être créée aujourd'hui. Nous irons sur place à Rouen avec notre confrère de Paris-Normandie, Thierry Rabillet. Mais avant cela, un résumé des autres informations de ce jeudi 10 octobre. Christophe Castaner, auditionné ce matin par le Sénat, la commission des lois présidée par Philippe Bas entendra le ministre de l'Intérieur sur les questions qui se posent après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Le débat sur la politique migratoire s'est tenu hier après-midi au Sénat. Édouard Philippe a reconnu qu'il n'y avait pas de consensus sur la question, mais qu'il pouvait y avoir des convergences avec le Sénat. Vous êtes dans une logique de posture et de faux-semblants, lui a répondu Bruno Retailleau, chef de file de la droite sénatoriale. Et puis après 3 mois à sillonner la France pour tenter de reconstruire la droite et le centre, c'est l'heure du bilan pour Gérard Larcher. Il organise ce soir une convention nationale France Territoire. Il doit notamment présenter un catalogue de mesures à l'usage des futurs candidats aux municipales. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de l'Ardèche, siège dans le groupe Les Républicains et donc co-rapporteur de cette loi engagement et proximité qui est examinée au Sénat. Bonjour Mathieu Darnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de cette loi engagement et proximité. Mais d'abord une question sur Christophe Castaner qui est donc auditionné ce matin par le Sénat, par la commission des lois. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition ? Je crois qu'on attend qu'il nous éclaire sur les circonstances de ce nouveau drame qui a ému la France entière, qui pose aussi beaucoup de questions sur la radicalisation, le parcours de radicalisation, et puis aussi sur le fait de pouvoir répondre à certaines interrogations de la représentation nationale. C'est important, bien sûr dans le respect des enquêtes, du travail de la délégation parlementaire aussi au renseignement. Donc la volonté, c'est vraiment de respecter cela, mais en même temps que le ministre de l'Intérieur puisse informer et répondre, encore une fois, dans le respect des enquêtes qui sont menées à la représentation nationale. De nombreuses questions qui se posent. À l'Assemblée nationale, une commission d'enquête va être créée sur cette attaque au couteau à la préfecture de police de Paris et toutes les questions qu'elle pose, évidemment. Est-ce que vous souhaitez une commission d'enquête au Sénat également ? Non, je le redis, je crois qu'il y a aujourd'hui une délégation parlementaire au renseignement qui travaille, et puis il y a une enquête. Je crois qu'au travers de l'audition de ce matin, on attend certains éclairages, mais le souhait d'une commission d'enquête n'a pas été exprimé ici au Sénat. Très bien, on va passer à votre loi, enfin la loi engagement et proximité, de texte dont vous êtes le rapporteur. Je le disais, c'est une loi qui est examinée depuis mardi dans l'hémicycle du Sénat. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Alexandre Poussard. Bonjour Alexandre. Bonjour Ariane, bonjour Mathieu Darnaud. Bonjour. Alors cette loi est vaste, elle vise à répondre au malaise des maires. Et ce matin Alexandre, vous allez nous parler de la création de la conférence des maires au sein de l'intercommunalité. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ? Oui, la conférence des maires, c'est un peu le symbole de ce projet de loi pour répondre au blues des maires, notamment au malaise face au pouvoir des grandes intercommunalités. Alors concrètement, on va rappeler comment fonctionne une intercommunalité. Les maires de chaque commune, les conseillers d'opposition également, sont élus pour siéger au sein d'une intercommunalité. Alors ça peut être une métropole, une communauté d'agglomération, une communauté de communes également. Mais le problème, c'est que dans ces grandes intercommunalités, qui font parfois plus de 80 communes, les maires se sentent un peu dépossédés
dépossédés de leur pouvoir, un peu spectateurs des décisions intercommunales. Alors le gouvernement a proposé dans ce projet de loi de créer une conférence des maires dans l'intercommunalité, c'est-à-dire une instance de réunion des maires pour les associer davantage à la décision dans cette structure. Alors c'est une option dans ce projet de loi, mais les sénateurs aiment tellement l'idée qu'ils veulent rendre cette création obligatoire, une création obligatoire d'une conférence des maires dans l'intercommunalité. Écoutez le socialiste Jérôme Durin. Dans une grande intercommunalité, on a aussi une question d'écrasement de petites communes, et je rejoins ce qui a été dit par une collègue. Moi, il y a une maire de mon département qui m'a dit moi j'ai 99 habitants, quand je vais au conseil communautaire, j'ose même pas prendre la parole. Dans une conférence des maires, on est entre pairs, on peut échanger plus directement, il y a quelque chose d'assez spontané, d'assez naturel, et je crois que c'est un outil de bon sens qu'il ne faut pas sacraliser, dont il ne faut pas exagérer l'importance par rapport au caractère formel du conseil communautaire. C'est un endroit où on travaille ensemble, alors on se met autour de la table, on discute, on est entre pairs, c'est simple. Je crois qu'il ne faut pas se poser trop de questions, créer cet outil de manière obligatoire pour qu'on puisse avoir une intercommunalité qui fonctionne de manière homogène, simple, spontanée, entre gens qui prennent le temps de s'écouter et de se comprendre. Et le problème, c'est que le gouvernement n'aime pas beaucoup ce caractère obligatoire. Écoutez le ministre Sébastien Lecornu. On parle de liberté tout le temps et le mot que nous avons entendu le plus de fois depuis tout à l'heure, c'est le mot obligatoire. Donc je constate quand même qu'il y a un hiatus énorme entre les grands discours de tribune sur la liberté que l'on doit donner au bloc communal. Même le puissant directeur général des collectivités locales ici n'oserait pas employer autant de fois le mot obligatoire que nous l'avons pu l'entendre ce soir. Donc je reste pour le coup constant, je m'en remets véritablement à la sagesse du Sénat, mais je ne me vois mal, dès le début de ces 15 jours de discussion, émettre au nom du gouvernement un avis favorable sur quelque chose d'obligatoire. Rendre obligatoire, une fois de plus, nuitamment depuis Paris, dans cette Assemblée ou même à l'Assemblée nationale, n'est pas du tout la carte postale, l'état d'esprit, le message que nous souhaitons envoyer à nos territoires et à nos collègues élus locaux. Donc liberté, liberté, liberté. Arrêtons d'invoquer Tocqueville au moment où, une fois de plus, après, on parle d'obligation. Alors visiblement, les sénateurs n'ont pas entendu les sirènes libérales, libertaires du gouvernement, car ils ont bien voté la création obligatoire de cette conférence des maires au sein de l'intercommunalité. Merci beaucoup Alex, on vous retrouve tout à l'heure. Alors Mathieu Darnaud, pourquoi rendre obligatoire cette conférence des maires? Mais écoutez, vous savez, je crois que tout ça c'est de la posture. En réalité... La posture de Sébastien Lecornu? Oui, mais encore une fois, je crois que ce qui est important pour nous, c'est tout simplement que progressivement et dans le temps, on ait une acceptation du fait intercommunal, de l'intercommunalité, parce qu'encore une fois, je crois que l'essentiel, c'est de revenir à ce qui fait sens pour nos concitoyens. Nos concitoyens, ils ont l'habitude d'aller voir leur maire. Ils attendent des réponses de leur maire sur tout ce qui concerne la vie quotidienne, qui va de la voirie aux questions liées au développement économique, à l'environnement, à la question des déchets ménagers, de l'eau, de l'assainissement. Et le maire, il doit aussi trouver des réponses. Il doit être en capacité, pour nourrir ce lien de proximité, d'apporter des réponses. Comment il peut avoir ces réponses? Bien sûr, en ayant un lien étroit avec l'intercommunalité. Mais ça a été dit, on a parfois des ensembles intercommunaux qui sont grands, trop grands, selon nous l'avons dit dans plusieurs rapports sénatoriaux. Je pense notamment aux intercommunalités dites XXL, plus de 80, 100, voire 150 communes. Donc il faut aussi qu'il y ait des lieux de discussion, d'échange, dans lesquels le maire peut faire remonter, le cas échéant, les problématiques de sa commune. Parce que le maire reste ce personnage incontournable et parce que nous l'avons dit, je l'ai dit dans la discussion générale, pour nous, la porte d'entrée de l'intercommunalité, c'est la commune. La collectivité de base, c'est la commune. Donc si on veut que tout ça ait un sens, parce qu'encore une fois, la finalité, ça reste le fait d'agir pour nos concitoyens, il faut pouvoir faire en sorte que le maire ait ce lieu incontournable d'échange qu'est la conférence des maires. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous avez parlé de posture, mais quand Sébastien Lecornu dit vous nous demandez de la liberté depuis le début et là vous rendez tout ça obligatoire. Nous, la liberté qu'on demande, c'est très clair et on va y venir sur la suite du texte, c'est justement donner des moyens et des outils qui permettent de mettre de l'huile dans les rouages au sein de ce couple intercommunalité-commune. C'est ça la liberté. Là, il s'agit de répondre à quelque chose qui est parfois très anxiogène chez les maires, l'incapacité de se faire entendre dans leur ensemble intercommunal. Beaucoup de
de nos collègues le disent. Moi qui ai eu l'occasion dans le cadre du rapport sur la revitalisation des communes de faire un peu le tour des territoires de France, je me suis rendu compte à quel point il y avait parfois un sentiment d'abandon et le sentiment que, notamment dans les communes les moins densément peuplées, on ne regardait plus ce qui se passait du côté de l'intercommunalité parce que le maire n'avait pas le sentiment d'avoir voix au chapitre. Et je pense que c'est important que de la plus petite commune à la plus grande, il y ait cette capacité parfois à converger, parfois à se parler très directement, encore une fois, dans le sens de l'intérêt général et pour répondre de façon très pragmatique aux questions que posent nos concitoyens. Cette question de l'intercommunalité, ça va être le point de tension de ce texte entre le Sénat et le gouvernement, notamment la liberté, vous la demandez, sur la répartition des compétences. Oui, je ne crois pas que ce soit un point de tension. Là aussi, je l'ai dit, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de faire front commun sur certains sujets. Si on veut susciter à nouveau l'engouement de nos concitoyens pour l'engagement dans la vie publique, si l'on veut apporter des réponses claires sur des sujets aussi importants que la sécurité des maires, sur les conditions d'exercice, je crois qu'il faut qu'on puisse faire acte commun. Mais bien sûr, il y aura des sujets sur lesquels nous serons divergents, même si, et j'en finirai par là, je rappelle quand même que ce texte est très fortement inspiré des travaux du Sénat. Des travaux du Sénat, de vos travaux notamment. Bien sûr, donc on aura des points de convergence. Est-ce que vous êtes satisfait que Sébastien Lecornu s'empare de ce texte? Est-ce que vous dites enfin? Parce que ça fait des mois, vos travaux. Oui, si on est pragmatique, on doit se satisfaire, et je suis pragmatique. Et ce que je regrette, c'est que le gouvernement ne se soit pas saisi de ce sujet plus tôt. Nous avions voté en juin 2018 une proposition de loi équilibre des territoires. Je pense qu'il eût été important que le gouvernement s'empare de ce sujet pour répondre, là encore une fois, de façon très pratique, pragmatique, aux problématiques que posent les maires et les élus locaux. Alors pourquoi, selon vous, il a tant attendu, et surtout, pourquoi maintenant, à 6 mois des municipales? Parce que je crois qu'il y a des aspects très factuels, on le voit, beaucoup de maires, plus que d'habitude, n'aspirent pas à se représenter, mais plus encore, beaucoup de nos concitoyens disent vouloir se détourner de toute forme d'engagement. Alors c'est vrai, je m'empresse de le dire, pour la vie politique communale, comme c'est vrai pour le monde associatif, syndical, c'est des tendances qui sont lourdes. Mais en l'espèce, on est à 6 mois d'une élection municipale, je crois qu'il était grand temps quand même que le gouvernement s'empare de façon très concrète de ce sujet. Donc, il y a un peu de politique quand même. Est-ce que le gouvernement a changé avec les maires depuis la crise des Gilets jaunes? Je crois que le grand débat et la crise des Gilets jaunes, elle a éveillé certaines consciences ou réveillé certaines consciences, et elle invite le gouvernement à se rendre compte qu'on a besoin à la fois des corps intermédiaires, mais que les élus sont à la fois des sentinelles de la démocratie et qu'ils entretiennent ce lien de proximité. Nos concitoyens regrettent parfois l'éloignement de leurs élus, notamment au travers de ces grandes intercommunalités. Je crois que le lien de proximité, c'est encore une fois celui qui est plébiscité par nos concitoyens, parce que quand dans une société tout devient anxiogène, on a besoin de se tourner vers quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est le maire ou l'élu local. Et vous pensez que ce texte, il peut répondre à ce malaise, à cette crise des vocations qui s'annonce aux prochaines municipales? Il n'y répondra pas totalement. Encore une fois, moi j'aime être concret et pas faire de vaines ou de fausses promesses. Il apporte des outils pour y répondre. Il faudra beaucoup plus. Il faudra notamment traiter de sujets qui ont plus de profondeur, qui, à mon avis, se retrouveront dans le texte de Madame Gourault sur la déconcentration, sur la décentralisation, la différenciation territoriale, parce que on parlera, je crois, de mon département de l'Ardèche tout à l'heure, mais il y a des principes de réalité. On voit bien qu'il y a des tendances qu'on observe en Bretagne qui ne se retrouvent pas en Ardèche, et entre l'Est et l'Ouest de la France, il y a un principe de différenciation. Donc ces sujets-là, il faudra les traiter très concrètement. Donc ça, on va dire que c'est l'entrée, le plat de résistance, ça sera le fameux texte 3D de Mme Gourault. Et j'ajoute, il faudra aussi un versant constitutionnel, parce qu'il y a des sujets, notamment quand on parle des accords locaux, de la représentation au sein des intercommunalités, un plus grand équilibre entre les plus petites des communes, les communes notamment rurales, et les communes urbaines plus importantes. Il faut que parfois versant constitutionnel, donc dans la réforme constitutionnelle. Voilà. Vous y croyez encore, vous, à cette réforme? En tout cas, on l'appelle de nos voeux, parce que sinon, tous les textes que nous pourrons voter et qui ont vocation à redonner confiance et à susciter de l'engagement ne seront pas complets et ne seront pas exhaustifs, et à mon avis on passera à côté d'une partie de l'exercice. On va dire un mot du débat sur la politique migratoire, Mathieu Darnaud, qui avait lieu hier après-midi dans l'hémicycle du Sénat avec Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Édouard Philippe? Qu'est-ce que vous pensez de la ligne du gouvernement sur cette question? Pour moi, je le dis très clairement, elle manque un petit peu de clarté.
Je crois aussi qu'un sujet aussi important aurait mérité un débat plus profond, avec plus de souffle, encore une fois une clarté sur la ligne. J'entends les mots du Premier ministre quand il dit qu'il peut y avoir des convergences à défaut de parler de consensus. Faut-il encore savoir sur quelles propositions concrètes? Moi, j'entends et j'attends surtout du gouvernement qu'il puisse préciser sa ligne en matière clairement de droit d'asile, de regroupement familial. On sait, c'est pas Mathieu Darnaud qui le dit, mais l'OFPRA, que les effets attendus de la loi Collomb ne sont pas totalement au rendez-vous, s'agissant notamment du délai d'instruction des demandes d'asile. Et puis, dans le concert des nations européennes, qu'on précise, notamment en matière de demande d'asile, quels sont les objectifs Mais pour vous, vous diriez qu'aujourd'hui, c'est flou de la part du Pour gouvernement? l'instant, c'est très flou sur un sujet qui est un sujet essentiel aux yeux de nos concitoyens, encore une fois. Bruno Retailleau a d'ailleurs dit hier dans son discours que le gouvernement a systématiquement rejeté les propositions de la droite sénatoriale sur le resserrement du regroupement familial, sur la réforme de l'aide médicale d'État. Il a raison, Bruno Retailleau, de dire qu'il y a une logique de posture et de faux-semblants. Oui, parce que je crois que c'est un sujet, encore une fois, qui est trop important. Pour qu'on l'aborde sous l'angle de la polémique et de la posture. 2, parce que je crois que c'est peut-être le sujet essentiel quand on parle de l'avenir de la France. Moi, vous savez, je suis gaulliste, je crois à la communauté de destin. Croire à une communauté de destin, c'est aussi avoir des règles qui soient claires, des règles qui soient précises. Si on veut un pays qui puisse être généreux, il faut aussi qu'il y ait des règles, des devoirs et des droits qui soient réaffirmés, une assimilation à des valeurs républicaines, qu'on ne recule pas clairement sur les valeurs de la laïcité. Donc tout ça, ce sont des sujets qu'il faut réaffirmer. Un mot sur les quotas d'immigration, puisque désormais Édouard Philippe s'y dit favorable. Vous dites qu'il faut y aller, il faut les mettre en place? Oui, mais encore une fois, il faut qu'on soit clair sur ce qu'on entend par quota. Il faut qu'on ait une approche qui soit beaucoup plus fine et affinée. Là, encore une fois, on reste pour moi dans le flou. Allez, puisque vous parliez de l'Ardèche, Mathieu Darnaud, on va maintenant regarder ensemble la revue de presse de votre département de l'Ardèche. C'est avec vous, Alex Poussard. Et Alex, qui dit Ardèche, dit Dauphiné. Et oui, et dans le Dauphiné, j'ai lu tout ce qui concernait votre département, l'Ardèche, Mathieu Darnaud. Et il y a un sujet qui préoccupe beaucoup les habitants, c'est la fermeture de la maternité de Privas. Un sujet très politique puisque Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'en est mêlé. Et il demande à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, de renoncer à cette fermeture, puisqu'il y a 6 mois, Agnès Buzyn avait assuré que cette maternité ne fermerait pas. Alors, Laurent Wauquiez l'interpelle sur les réseaux sociaux en lui disant voilà, personne ne croit que vous ayez menti, renoncez à cette fermeture. Et puis on va également parler de ce sujet sur le site de France Bleu Ardèche. Et oui, car un élu du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a peut-être une solution pour sauver cette maternité de Privas. François Jacquard, élu communiste du conseil régional, propose que Cuba prête des médecins à la France pour sauver et faire fonctionner cette maternité de Privas. Alors l'élu se justifie, il n'a pas eu cette idée parce qu'il est communiste. Il a pris exemple, Mathieu Darnaud, sur le Sénat qui a voté un partenariat entre Cuba et l'Outre-mer, et notamment la Guyane, pour fournir des médecins à la France et notamment à l'Outre-mer. Alors, il a proposé cette solution cubaine à Laurent Wauquiez. Pour l'instant, il n'a pas eu de réponse. Merci Alex. On va attendre la réponse de Laurent Wauquiez. Un mot sur ce sujet, bien sûr, Mathieu Darnaud, cette maternité de Privas. Oui, vous me permettrez de dire un mot sur la maternité de Privas, mais plus généralement sur un sujet qui est essentiel pour la vie de nos territoires et singulièrement pour le territoire ardéchois. Je vais y revenir. Sur la maternité de Privas, oui, il y a eu un engagement de la ministre. Et si j'osais, je prolongerai le sujet sur les engagements qu'a pris le ministre Darmanin s'agissant des trésoreries. Je crois qu'à un moment donné, l'engagement de l'État, il ne doit pas être démenti 6 mois après. Donc on attend clairement que l'État tienne ses engagements. La maternité de Privas, mais comme j'allais dire d'autres hôpitaux locaux, sont essentiels à la vie de notre territoire. Encore une fois, on parle de la ville-préfecture de l'Ardèche. Donc oui, je crois qu'on attend vraiment des éclaircissements de la part de la ministre. Laurent Wauquiez a pris une position très claire au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On attend qu'il en soit de même pour le gouvernement. Ça, c'est la première chose.
Deuxième, et c'est le vrai sujet de fond, on est un des rares territoires de France qui n'a pas de groupement hospitalier de territoire. Ça n'est pas possible. Je le dis parce qu'on dépend d'hôpitaux supports qui sont à l'extérieur du territoire, que ce soit Montélimar, que ce soit Saint-Étienne, Valence. C'est très bien d'avoir des coopérations. Faut-il encore qu'on ait la capacité d'organiser le système de soins? Nous avons alerté avec nombre d'élus, dont mes collègues parlementaires, Jacques Genès, Fabrice Brun, le directeur de l'Agence régionale de santé, parce que nous souhaiterions, à l'instar de départements voisins, la Lozère, c'est 72 000 habitants, il y a un GHT à Mende, que nous puissions avoir, notamment sur l'hôpital d'Aubenas, un groupement hospitalier de territoire qui permette de fixer des objectifs clairs, qui permettent de dire où on va en termes de soins, d'accès aux soins. Parce que nous sommes un département qui, rappelons-le, est un département aussi touristique, avec un principe de saisonnalité, et on peut difficilement imaginer qu'on n'ait pas des objectifs et des moyens qui soient clairs. Donc moi j'appelle vraiment de mes voeux qu'on revienne sur ce sujet parce qu'il est essentiel, et sinon des sujets comme la maternité de Privas, on va en avoir de plus en plus. Pourtant le gouvernement a pris des mesures, hein, notamment dans la loi santé. Pour vous, ça ne suffit pas? Non, sincèrement, il faut aller plus loin. On le sait aujourd'hui, c'est peut-être sur nos territoires le sujet qui appelle le plus l'attention de nos concitoyens, l'accès aux soins. Nombre d'Ardéchoises et d'Ardéchois n'ont pas de médecins traitants, sont éloignés du premier médecin traitant. Il faut faire des kilomètres. On a une organisation qui doit être encore précisée parce qu'il en va de l'avenir, encore une fois, de ce territoire, de la qualité de vie de nos concitoyens, des Ardéchoises et des Ardéchois. Et je crois qu'on n'a pas le droit de laisser des territoires comme le nôtre en marge de ce qui peut se passer dans les métropoles ou dans d'autres départements. Vous parlez de la maternité, vous parliez de ces trésoreries, de ces fermetures des trésoreries. Est-ce qu'il y a un problème dans la défense des services publics au niveau de ce gouvernement, et notamment au milieu rural? Je crois qu'il y a des hésitations et je crois qu'on ne peut pas annoncer des regroupements ex abrupto comme l'a fait le ministre Darmanin et puis s'apercevoir qu'il y a des trous dans la raquette et qu'on est obligé d'y revenir. Donc c'est vraiment essentiel, encore une fois, de bien comprendre que ça n'est pas un caprice, ça n'est pas la volonté d'avoir un maillage qui réponde à des exigences qui ne sont pas réalistes. Encore une fois, c'est vraiment pour assurer la qualité de vie à minima, encore une fois, parce que quand on voit le maillage qui est proposé, vous parliez des trésors publics, mais c'est vrai aussi en matière de santé, on peut nourrir quelques inquiétudes. Et sur ce sujet-là, je puis vous assurer que les élus, d'ailleurs de toute tendance, parce que ce n'est pas des sujets sur lesquels je crois qu'il faut avoir une approche polémique ou partisane, nous allons être très mobilisés. Allez, on va continuer à parler du Dauphiné libéré, puisque tous les jours, on se rend dans une rédaction locale. Aujourd'hui, donc, direction l'Isère, retrouver nos partenaires du Dauphiné libéré. Bonjour Stéphane Échinard, merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'information au Dauphiné libéré. Aujourd'hui, à la une de votre quotidien, le procès d'un drame qui a beaucoup marqué votre région. Tout à fait, bonjour. Donc c'est vrai que c'est un drame qui a eu lieu le 18 janvier 2016 en Savoie. Là, on parlait beaucoup d'Ardèche, ça s'est passé en Savoie. C'est un drame c'était une avalanche sur le secteur de Valfréjus qui a coûté la vie à 6 légionnaires et en blessant 8 autres. C'est une avalanche en fait qui a fait 400 mètres de long et 300 mètres de large et qui a emporté, fauché comme dans un jeu de quilles, ces militaires. Et c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'émotions à l'époque. Parce que le ministre était venu, et c'est vrai que si les drames en montagne sont assez nombreux, malheureusement, un drame qui coûte la vie à 6 personnes, c'est vrai que c'est pas commun. Et là, les 6 militaires qui étaient des militaires d'un régiment du Vaucluse, d'un régiment de légionnaires du Vaucluse, ils étaient âgés de 21 à 33 ans, ils étaient originaires d'Albanie, de Madagascar, d'Italie, du Népal, de Moldavie et de Hongrie. Et ils ont vraiment été emportés, ils n'ont eu aucune chance. Et c'est vrai que aujourd'hui et demain, on aura un envoyé spécial sur place. Le tribunal correctionnel de Lyon va revisiter ce drame, puisque quatre militaires comparaissent devant le tribunal correctionnel. Juste pour reparler de ce drame, que faisaient ces militaires là-haut? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors, c'est vrai que quand on parle de troupes de montagne, souvent les troupes de montagne, elles interviennent, on les voit intervenir au Mali, dans le Sahel, par rapport à tout le contexte terroriste que l'on sait. Mais les troupes de montagne, elles doivent 2 fois par an faire une formation en montagne. Elles doivent faire une formation d'intervention sur des terrains enneigés, pardon, ski et raquettes. Là, le problème, c'est que ces militaires-là, pour la plupart, aucun n'avait fait de ski une semaine avant.
Et ils se sont retrouvés sur un secteur qui n'était pas le bon secteur, d'ailleurs, qui n'était pas le secteur prévu au départ, et dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire qu'il y avait l'hiver, c'était des conditions très piégeuses. C'était un début d'hiver peu enneigé, il y avait beaucoup de vent, le manteau neigeux était fragile, et le risque avalanche était de 3 à 4. 4, c'est fort, et donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, que faisaient ces militaires inexpérimentés à cet endroit-là, ce jour-là? Et donc, vous le disiez, hein, le procès débute aujourd'hui à Lyon. On imagine bien sûr qu'il est très attendu dans votre région. Hein. Oui, oui, il est très attendu, mais même pas que dans la région, il va être beaucoup suivi. C'est vrai que l'intervenant précédent parlait de trous dans la raquette. Là, au niveau du commandement, il y a eu beaucoup de trous dans la raquette, puisque là, ce sont 2 officiers et 2 sous-officiers qui passent devant le tribunal. Ils ont été déjà sanctionnés militairement, mais là, on verra ce que dira la justice pénale. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont pointées du doigt. Il y a le manque de préparation, j'en ai parlé un peu plus tôt, la sous-évaluation du risque, puisque il y avait risque avalanche, sachant qu'une avalanche en Isère avait coûté la vie à plusieurs victimes quelques jours avant. Il y a le fait de ne pas s'être renseigné auprès des locaux pour savoir un peu pourquoi il ne fallait pas s'engager là-bas. Il y a eu une erreur d'itinéraire. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait demi-tour? Donc c'est vrai que entre sous-officiers et officiers, on se renvoie un petit peu la balle des responsabilités. Et on va beaucoup parler pendant ces 2 jours à Lyon de manquement, mais aussi de maladresse, mais aussi d'imprudence. Et ça va être un procès qui va être très intéressant parce que il va falloir définir quelles sont les responsabilités. Les familles attendent des réponses. Eh bien, ce sera bien sûr à suivre dans le Dauphiné libéré. Merci beaucoup Stéphanie Chinard d'avoir été avec nous ce matin en direct depuis l'Isère. Un mot pour terminer, Mathieu Darnaud, avec la Convention nationale France Territoire qui se tient ce soir à Sèvres. C'est finalement la conclusion du Tour de France de Gérard Larcher pour reconstruire la droite et le centre. Gérard Larcher a dit cette semaine qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle. Mais est-ce que c'est la bonne personne? C'est lui qui va reconstruire la droite et le centre? Je crois que l'ambition, il l'a affiché, s'agissant de ces conventions sur les territoires, c'était de redonner un petit peu du souffle à celles et ceux qui partagent nos valeurs, nos idées, et de l'incarner au niveau des territoires, puisqu'il ne vous aura pas échappé que nous sommes à quelques encablures des élections municipales, et je trouve l'initiative du président du Sénat tout à fait... Ça n'a pas échappé à Gérard Larcher non plus. Non, mais c'est tout à fait louable, parce qu'en réalité, on a beaucoup parlé de l'intercommunalité, des territoires. Je crois qu'encore une fois, il faut se rendre compte que c'est ce qui fait sens pour nos concitoyens, que dans une France parfois un peu troublée, au sortir de la crise des Gilets jaunes, du grand débat national, c'est une élection qui sera particulièrement attendue. J'ajoute que les maires restent encore les élus plébiscités par nos concitoyens, et je crois qu'il a voulu donner au travers ce signal, ces conventions sur le terrain, sur les territoires, un signe de rassemblement et d'unité. Mais est-ce que la droite est encore audible dans ces territoires? Est-ce qu'elle est encore crédible? Si je regarde les sondages, tout m'invite à le penser. Il y a des questions d'incarnation, d'ailleurs, qui vont bien au-delà des seuls partis politiques. On le sait, s'agissant des questions purement locales. Moi, j'ai la naïveté de penser, mais c'est quasiment une certitude que la droite se réinventera, doit se reconstruire à partir des territoires. Parce qu'encore une fois, c'est un sujet auquel nos concitoyens sont sensibles. C'est un sujet qu'ils comprennent. Et encore une fois, je trouve que Gérard Larcher a une initiative qui est tout à fait louable et à saluer. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Darnaud. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans moins de 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France. Nous parlerons bien sûr du congrès des départements. Il aura lieu la semaine prochaine à Bourges. Mais d'abord, regardez un extrait des questions d'actualité au gouvernement. Elles avaient lieu hier au Sénat et on va voir cet échange entre la sénatrice Dominique Estrosi Sassone et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le thème de la question, c'était la lutte contre l'islamisme. On regarde. Après Paris, après Nice, après Magnanville, après Saint-Étienne-du-Rouvray, après Strasbourg, après Marseille, après Carcassonne, après Toulouse, après Trèbes, c'est au cœur d'un service antiterroriste qu'un islamiste a tué. Le président de la République parle de bâtir une société de vigilance. Est-ce à dire qu'il entend exonérer sa propre responsabilité et qu'il veut faire porter injustement une part de responsabilité aux Français? Or, ce qui s'est passé dans la préfecture de police, c'est la longue dégradation, le compromis, la chape de plomb que fait peser dans l'espace public le politiquement correct. Il nous faut sur ce sujet nous armer totalement, nous armer en termes de moyens de renseignement. Et vous le savez, près de 1900 emplois seront créés sous ce quinquennat pour lutter à travers le renseignement contre le risque
du développement du radicalisme et de l'islamisme radical. Plus globalement, le Premier ministre l'a rappelé, il n'y a pas un jour, une heure, où nos services ne sont pas mobilisés pour déjouer un risque et qu'un risque éventuel ne devienne pas un risque avéré. Le Premier ministre a rappelé les 59 attentats terroristes qui ont été neutralisés par l'intervention de nos forces de sécurité intérieure. Mais nous devons effectivement être extrêmement vigilants et ne rien laisser passer qui soit une atteinte à la République et une menace pour les Français. Je voudrais être très factuel, Madame la sénatrice, et vous donner quelques indications. Depuis 2018, 362 personnes qui étaient inscrites au fameux fichier FSPRT ont été éloignées et on les a fait en sorte qu'ils quittent le territoire. Depuis 2017, 4 mesures ont été prononcées pour expulser des prédicateurs radicalisés. Depuis 2018, 129 débits de boissons, 12 lieux de culte ont été fermés, 9 établissements culturels et associatifs l'ont été aussi, des écoles ont été fermées, 503 contrôles CODAF ont été mis en œuvre. Et je conclus en vous disant que c'est en mettant tous ces moyens et en les mobilisant tous que nous lutterons pan à pan, mètre carré par mètre carré, pour qu'aucun mètre carré de notre République n'échappe à nos valeurs républicaines. Je suis au regret de vous dire qu'il y a une naïveté coupable de l'État et qu'il faut véritablement passer des paroles aux actes. Vous le savez très bien, aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à vous défausser sur la société. Et l'État, lui seul, doit prendre toutes ses responsabilités, utiliser tous les moyens qu'il a à son possession pour rendre ces moyens beaucoup plus efficaces et pour véritablement lutter contre cette radicalisation des esprits qui gangrène tous nos territoires. Et notre invité politique ce matin, c'est Dominique Bussereau. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, président du conseil départemental de la Charente-Maritime, président de l'Assemblée des départements de France. Merci d'être là. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer. Bonjour, journaliste à La Voix du Nord. Bonjour. On va bien sûr parler, Dominique Bussereau, de votre congrès et des dossiers qui concernent les départements, mais d'abord un mot sur l'audition de Christophe Castaner. Il sera auditionné ce matin sur les questions posées par l'attaque à la préfecture de police de Paris. Alors on ne va pas parler de cette audition, mais plutôt question sur ces radicalisés de l'intérieur du système, notamment dans les services publics. Vous, en tant que président de département, comment vous faites? Est-ce que vous avez les moyens de lutter contre ce genre de profil, de les gérer, de les repérer? Nous avons énormément de personnel disséminé dans les départements. Que ce soit les techniciens qui travaillent sur nos routes, que ce soit les agents sociaux, les assistantes sociales, que ce soit les agents qui travaillent dans les collèges, etc. Donc il est clair qu'il est extrêmement difficile d'avoir des informations, d'avoir des signaux. Je pense que si dans un milieu de travail en équipe, une équipe qui travaille sur la voirie départementale, une équipe qui travaille dans un collège, dans une cuisine collective d'un collège, etc., il y a des signes, ça remonterait, parce que les Français, quand même, maintenant, enfin, pas quand même, les Français ont un réflexe d'autodéfense depuis les attentats que subit notre pays, depuis maintenant une trentaine d'années, même un peu plus. Voilà, mais il y a la préfecture de police, c'est pas remonté. Oui, mais simplement la petite différence, si vous voulez, entre l'équipe de cuisine d'un collège en Charente-Maritime et la direction du renseignement de la préfecture de police, il y a quand même une légère différence de statut et de rôle dans la République. Voilà. Donc vous n'êtes pas inquiet? On est tous inquiets. Enfin, je veux dire, le risque d'attentat est partout. Ce qui s'est passé hier à Halle, en Allemagne, est tout à fait invraisemblable. Ça peut arriver chez nous demain, après-demain, aujourd'hui. Donc, nous devons être dans une extrême vigilance. Dans les services publics, dans les transports aussi. J'étais ministre des Transports, je suis très attentif à ce secteur. Il y a conducteurs de bus, conducteurs de tram, conducteurs de train, conducteurs de métro, etc. Voilà, il faut être que tous les Français soient collectivement attentifs, sans pour autant tomber dans la psychose. Est-ce que vous allez quand même passer des consignes, refaire finalement de la prévention auprès de vos services? On va refaire le point département par département en liaison avec l'autorité préfectorale, absolument. Mais vous dites que l'État, vous êtes assez, les préfets, vous êtes assez sur ce sujet? Vous savez, on a détruit les renseignements généraux. Il n'existe plus qu'à Paris. Enfin, il ne s'appelle plus comme cela, mais on a reconstitué petit à petit un service, etc., mais qui n'est plus, à mon avis, pas vraiment suffisant sur le terrain. Dans un département comme le mien, c'est quelques personnes. Voilà, ils s'occupent plus heureusement des partis politiques, donc déjà ça leur dégage du temps, mais ils suivent l'activité syndicale, les mouvements de rue, les gilets jaunes, naturellement tout ce qui concerne la lutte antiterrorisme.
je ne suis pas sûr toujours que les moyens soient à la hauteur des besoins. Mais est-ce que vous pensez pas... on ne peut pas rentrer dans une société complètement policée où on multiplierait par 10 ou 15 les effectifs pour surveiller tous les citoyens. Est-ce qu'on en fait assez pour la société de vigilance qu'a appelé de ses voeux le président Macron ? Je crois que tout le monde est vigilant. Moi, j'observe, je prends, comme tous les élus locaux, je prends beaucoup les moyens de transport, le train, etc. J'observe que lorsqu'un bagage reste sans surveillance quelques instants dans un train, il y a toujours un voyageur qui le signale, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je pense qu'il y a quand même une attention collective des Françaises et des Français, mais le pire peut arriver, et on l'a vu à la préfecture de police la semaine dernière, très malheureusement. Un mot sur le débat sur la politique migratoire qui a eu lieu cette semaine au Parlement. Est-ce que vous dites c'est bien que ce débat soit mis sur la table ? Oui, c'est bien. J'ai pas eu le sentiment que ce soit un débat qui ait marqué l'opinion. Il a marqué la presse, mais il n'a pas marqué l'opinion. Les images que j'ai vues à la télévision montraient un hémicycle que je connais bien en petite fréquentation. Voilà, donc le mérite. Comment vous l'expliquez que ça ne prenne pas ? D'abord parce qu'on ne fait pas ça un lundi dans la vie parlementaire. Sinon, si on veut être sûr d'avoir personne, il faut faire ça le lundi, le vendredi ou le samedi même. Hein. Donc, c'est d'abord une question de méthode. Et deuxièmement, parce que comme il n'y a pas de texte derrière et de décision à prendre, débat d'orientation, toujours intéressant intellectuellement, politiquement, philosophiquement. Comme il n'y a pas de texte de loi derrière, ça ne vous dites qu'il faut des actes. Le discours, c'est bien, il faut des actes. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Moi, je ne suis pas un excité de la politique anti-immigration comme certaines personnalités à droite, mais le gouvernement a raison de s'en saisir. Et on le voit bien, nous avons le problème des mineurs non accompagnés. C'est une forme d'immigration non contrôlée qui nous pose beaucoup de difficultés sur le terrain dans les départements. Alors justement, Édouard Philippe n'en avait que très peu parlé lors du premier débat. Cela dit, il s'est un peu rattrapé devant les sénateurs. Il a parlé d'une redéfinition des critères selon lesquels s'opère au niveau national la répartition entre les départements des mineurs à accueillir. Qu'est-ce que vous entendez par là ? D'abord, le flux a été extrêmement important l'an passé. Il le reste cette année, il a baissé parce que nous avons obtenu du gouvernement, et je le remercie, il a accepté la mise en place d'un fichier qui évite le nomadisme. C'est-à-dire vous êtes recalé dans l'Aisne. On sait combien ils sont C'est très difficile à savoir. Moi, je dirais aux alentours de entre 20 et 40 000, parce que ça va, ça vient. Il y en a qui quittent les foyers, qui disparaissent, il y en a qui reviennent, il y en a qui rentrent dans la vie active, il y en a qui deviennent majeurs. Ce que l'on sait, si vous voulez, c'est que le flux s'est un peu tari dans la plupart des départements. Je dis la plupart, pas dans tous. Bon, ça c'est le premier souci. Deuxième souci, le fichier donc remplit son rôle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire du nomadisme entre l'Aisne et la Somme, pour prendre un exemple dans les Hauts-de-France, puisque ce fichier vous suit à la trace. Le problème financier reste posé. Alors justement, vous allez être aidé ? Le problème... Non, enfin, j'ai reçu une lettre du Premier ministre hier soir, tardivement, m'indiquant qu'il allait revoir la répartition, comme nous le souhaitons, sur le territoire, mais ne m'indiquant pas un nouvel effort financier. Dans une dépêche de l'AFP d'hier après-midi, il était un peu plus ouvert. Dans la lettre que j'ai reçue hier soir, il n'y a absolument rien sur le plan financier. C'est-à-dire que l'État ne compensera pas les 10 milliards que ça coûte au département. Soyons clairs, l'État compense 15%. Ça nous coûte 100, l'État donne 15. Donc ça coûte à l'ensemble des 103 collectivités départementales françaises 2 milliards d'euros par an, alors que nous accomplissons, en acceptant ces jeunes, en les habillant, en les formant, en les nourrissant, en les éduquant, nous accomplissons une mission pour le compte de l'État et de la République, qui est une mission régalienne, de laquelle nous devrions être compensés à 100%. Et donc là, c'est officiel, l'aide du Premier ministre, vous ne le ferez pas ? Écoutez, la lettre du Premier ministre peut présager un jour une autre lettre, mais en tout cas, la première, celle d'hier soir, ne déclenche pas un enthousiasme forcené chez moi. Alors, on imagine que ça sera un des sujets du congrès de Bourges, qui aura lieu donc à Bourges la semaine prochaine. Dans quel état d'esprit vous l'abordez, ce congrès ? On est un peu tendu. Quand je dis un peu, c'est parce que je suis un garçon courtois et poli, parce qu'on nous supprime un impôt. On supprime le foncier bâti pour venir remplacer partiellement la taxe d'habitation qui est supprimée aux communes, dont les communes n'avaient pas demandé la suppression. Et donc, on nous enlève une partie de notre autonomie financière. Alors, le Premier ministre nous annonce un système de compensation par de la TVA. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais les modalités qu'il nous annonce, dans moins d'une heure,
je serai dans le bureau de Mme Gourault, la ministre chargée des collectivités, pour en parler avec elle. Ce mécanisme nous paraît tout à fait insuffisant. Vous parlez de hold-up, le terme n'est pas trop fort ? Si vous voulez, quand on vous prend votre principale ressource, si on vous enlevait tous les mois votre salaire à la Voix du Nord, vous considéreriez certainement que c'est une forme de hold-up sur votre... S'il n'était pas compensé, je suis d'accord. Voilà, mais si vous voulez, la compensation n'est pas à la hauteur de la situation. Compensation par la TVA, Manuel Valls l'avait fait pour les régions. Et c'était assez logique parce que les régions ont principalement une activité tournée vers le développement économique, etc. Pour nous qui avons d'abord et avant tout des budgets sociaux, c'est-à-dire quand il y a une baisse de conjoncture, par exemple, donc moins de TVA, il y a plus de RSA pour nous, ce n'est pas une bonne solution. On a beau nous dire que la TVA est dynamique, certes elle est dynamique, mais en 2008-2009, pendant la grande crise des subprimes, elle ne l'était pas. Donc le mécanisme que nous propose le Premier ministre n'est pas nul et non avenu, mais il n'est pas suffisant par rapport à nos besoins. C'est ce que je vais dire à Mme Gourault dans une heure, et c'est ce que nous dirons à Bourges la semaine prochaine, de manière courtoise, mais extrêmement ferme, parce que nous ne sommes pas contents du sort qui nous est fait. Nous pensons que les départements sont les maltraités de la réforme de la fiscalité locale. Justement, puisque vous allez voir Jacqueline Gourault, est-ce que vous pensez qu'elle ne peut pas revenir sur sa décision, ou vous pensez qu'il y a encore une marge de négociation ? Ce n'est pas une décision de Mme Gourault, c'est une lettre du Premier ministre. Du gouvernement, en tout cas. Il appartient à Jacqueline Gourault, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, de faire part au Premier ministre de notre mécontentement. Donc pour vous, il y a encore une marge. Pour vous, l'affaire n'est pas classée. Je ne suis pas au gouvernement, je ne sais pas comment fonctionnent les ministres avec le Premier ministre, et si une fois qu'il y a une lettre du Premier ministre, c'est un oukase définitif, ou si il y a possibilité d'en rediscuter. Concernant la décentralisation, l'Association des départements de France compte à Bourges présenter des propositions. Oui, très concrètes. Vous pouvez un peu nous les présenter ? Écoutez, on va expliquer au gouvernement, enfin nous l'avons déjà fait, nous avons déjà beaucoup parlé avec lui là-dessus, que dans beaucoup de domaines on peut aller plus loin. Dans le domaine social, du médico-social, par exemple la médecine scolaire, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, chacun le sait bien, on pourrait reprendre tout ce dispositif. Dans le domaine des politiques de l'habitat et du logement, dans le domaine de la mobilité, de la transition énergétique, nous sommes prêts. Quand je dis nous, c'est en liaison avec les communes et les régions. Il ne s'agit pas d'aller reprendre des compétences données aux régions par la loi NOTRe. Mathieu Darnaud, qui était sur votre antenne un instant, a beaucoup travaillé à ce sujet. Il s'agit de prendre plus de compétences pour le bloc communal et intercommunal, plus pour le bloc départemental, plus le bloc régional, que l'État soit très fort dans ses missions régaliennes, mais que dans la vie quotidienne, on nous laisse gérer des domaines où l'État a encore une présence dont on ne voit pas très bien l'intérêt, la présence en matière de politique sportive, de venir s'occuper de la petite enfance alors que c'est complètement notre domaine. Donc nous souhaitons que les choses soient claires et nous souhaitons qu'il y ait en 2020 un grand texte décentralisateur, mais pas de mesures techniques, quelque chose qui soit à la hauteur de ce que François Mitterrand avait fait en 1982 avec Gaston Defferre et ce que Jacques Chirac avait fait en 2003 avec Jean-Pierre Raffarin. Donc un nouvel acte de décentralisation. Un vrai acte de fort. Pour le moment, il n'y a pas de souffle, c'est ça que vous dites ? Non, parce que par exemple, j'ai été déçu. Et je pense que le Premier ministre n'a pas aimé ma réaction, mais c'est parce que je l'aime bien que je le dis. Il a fait la semaine dernière à Bordeaux un discours qui était intéressant, mais qui malheureusement était trop technique, au Congrès des régions, pardonnez-moi, qui était beaucoup trop technique, alors qu'on en attend du gouvernement, c'est un souffle de faire rêver. Et ça ne veut pas dire moins d'État, parce que parallèlement, nous disons, il faut que les préfets dans nos départements aient plus de pouvoir et qu'on puisse régler directement avec eux les problèmes de la vie quotidienne et pas qu'ils soient obligés à chaque fois de se retourner vers des administrations régionales, puis nationales, puis vers les cabinets ministériels. Donc, un État fort et une décentralisation, ce n'est pas du tout incompatible. C'est même parfaitement compatible et parfément nécessaire. Et à l'heure actuelle, Édouard Philippe, il ne fait pas rêver les collectivités. Écoutez, je trouve, avec toute l'amitié que j'ai pour lui, et qui est ancienne, et qui ne change pas, je trouve que ça manque de souffle. Mais ce n'est pas que de la responsabilité du Premier ministre, c'est une affaire comme celle-ci, c'est au Président de la République également de l'initier, de la porter, comme il avait semblé le faire après ses rencontres avec la population, après l'épisode des Gilets jaunes. Mais justement, on ne comprend pas bien, on avait l'impression qu'il y avait un tournant, que le gouvernement prenait plus en compte les territoires. Aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. C'est pas qu'il ne les prend pas en compte, c'est qu'on a le sentiment qu'il fait un peu les choses par obligation. On ne sent pas une volonté, un enthousiasme à réorganiser la société française par un vrai souffle, une vraie politique de décentralisation. Et franchement, c'est ce dont le pays a besoin. Enfin, vous allez voir, la participation aux élections municipales sera forte, parce que dès qu'il s'agit des affaires locales, les Français vont voter. Il y aura ensuite des élections départementales régionales. Moi, si j'étais
un stratège de La République En Marche, je ne sais pas s'ils en ont quelques-uns dans leur rang, je dirais au gouvernement, toutes ces élections locales s'annoncent très difficiles pour nous. Ce que dit ce matin dans le Figaro un député important de La République En Marche. Mettons du baume et faisons vraiment une République décentralisée. On a quand même senti chez le Premier ministre la volonté de séduire les maires. Par contre, on ne sent pas du tout cette tentative de séduction pour les départements. C'est étonnant parce que... Il est le bienvenu quand même à Bourges bien sûr, le Premier ministre est le bienvenu dans tout le pays. Je lui ai dit qu'il était le bienvenu. Mais vous l'avez invité. Je lui ai dit qu'il était le bienvenu. Je lui ai dit que si les positions financières qui étaient celles actuellement de son gouvernement étaient maintenues, je ne garantissais pas que les gens se lèvent et lui fassent des hollas d'enthousiasme. Et bon, mais le Premier ministre est chez lui partout et Édouard Philippe est un homme courageux. Monsieur Bussereau, est-ce que vous allez repasser votre département de la Charente-Maritime à 90 km/h ? Écoutez, d'abord, la loi LOM n'est pas votée. Pardonnez-moi, la loi mobilité. Elle va être votée dans cette maison, ici au Sénat, je l'espère, parce que ça fait des mois que ce texte traîne dans les débats parlementaires, je crois, au mois de novembre. Bon. À l'issue de cela, il y a une question. Est-ce que l'article de loi qui permet au président de département, avec certaines précautions, de remettre du 90 sur certains axes, l'État va souhaiter le compléter par un texte réglementaire, un décret, une circulaire, etc. S'il n'y a pas ça, ce que vont faire les présidents de département, c'est de parler avec les gendarmes, parce que les gendarmes ont beaucoup de notions que nous n'avons pas, parce qu'il y a tous les contrôles qu'ils font en voiture banalisée, les contrôles aléatoires, etc., sur la vitesse réelle. La police, parce que les routes nationales finissent dans des agglomérations, les maires, parce que les routes départementales, traversent ces communes, et à l'issue de ça, chacun agira comme il le souhaite. Moi, dans mon propre département, une fois que j'aurai tous ces éléments, que je n'ai pas, j'ai l'accidentologie, mais je n'ai pas tous les éléments que je viens de citer, je pense remettre quelques axes à 90 km/h, là où tout montrera que ça ne pose pas une dangerosité, maintenir une grande partie du réseau à 80, et peut-être même, dans des endroits où il y a du vent, en bordure de littoral, dans des endroits où il y a des passages de gibier très nombreux et des accidents, quelques tronçons à 70 km/h, là où il y a un danger particulier. Mais est-ce que sur ce sujet, Édouard Philippe, dont vous nous avez dit il y a quelques secondes qu'il était courageux, est-ce qu'il ne s'est pas trop défaussé sur les départements ? Non, mais l'erreur de départ, c'est de ne pas avoir fait ça au début. Si dès le début, le Premier ministre avait dit je mets le 80 sur le réseau national, parce que c'est ma responsabilité, mais sur le réseau départemental, chaque préfet va discuter avec son président de département, faire tout ça, on aurait pu faire ça en 3-4 mois, et puis après, voilà, c'est toujours... Quand on prend une mesure depuis Paris, sans en parler à personne auparavant, vous êtes sûr de vous planter. Donc Édouard Philippe le gouvernement s'est planté, et malheureusement cette affaire qui permet toutes les démagogies, moi j'ai vécu l'affaire des radars avec Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, on en a pris plein la tête, on a eu les résultats, ça a entraîné des flots de démagogie, et c'est un des éléments qui a été déclencheur de la crise des Gilets jaunes. On va passer à un autre sujet, les pompiers, puisque oui. les centres départementaux d'incendie et de secours sont gérés forcément par les départements, comme leur nom l'indique. Vous appelez, vous, à une réforme profonde. Vous dites qu'il y a nécessité de remettre à plat notre système de secours. Est-ce que le gouvernement entend ce message ? J'ai reçu hier tout l'après-midi avec Olivier Richefou, qui est le président de la Commission nationale des services d'incendie et de secours, tous les syndicats de pompiers. Et tous nous ont dit la même chose, que cette manifestation du 15 octobre allait être très importante, et qu'ils étaient dans un état de peu de ras-le-bol, que j'ai constaté, que Christophe Castaner a dû le constater aussi à leur congrès à Vannes, dans le Morbihan, il y a quelques semaines. Nous nous demandons qu'on cesse de faire des discours sur le numéro d'appel unique, mais qu'on passe enfin au 112, qui est le numéro européen d'urgence, sur tout le territoire, que dans chaque département, on mette dans la même salle le central d'alerte de réception des appels des pompiers et celui du SAMU. Et qu'on évite en permanence de faire aux pompiers du relevage de personnes âgées, des missions qui ne sont pas des missions pour lesquelles ils ont été formés, parce que ça entraîne un surcoût extraordinaire. Le taux d'usure des véhicules, des ambulances, les VSAB, vous voyez, ces petits véhicules rouges qu'on voit dans nos rues, est 4-5 fois supérieur du taux des véhicules d'incendie, qui eux servent naturellement beaucoup moins. Ça empêche les volontaires de venir, parce que un jeune homme, une jeune fille qui s'inscrit dans son centre de secours pour devenir pompier, là, ils souhaitent faire des missions un peu plus valorisantes. Donc, on a un problème d'organisation des missions, et ça, c'est à l'État de le régler. Ensuite, il y a des problèmes financiers de toute nature, où il y a également des responsabilités de l'État et nos responsabilités avec nos collègues maires, parce que les communes participent également
de manière un peu inférieure, mais aussi fortement au financement des pompiers. Voilà, donc il faut vraiment que ce dialogue s'installe. Et là aussi, j'appelle à un arbitrage du Premier ministre ou du Président de la République. Parce que le 112, les trucs d'appel, les centrales d'appel unique, ça existe dans quelques départements, mais assez peu. Il faut qu'il y ait une décision politique et qu'on réorganise le système de sécurité civile à la française. On a un système formidable, avec du volontariat. On a la SNSM, qui aussi a connu des problèmes sur le littoral. Voilà, donc ce système de sécurité civile français qui est extraordinaire, il est en danger. Et il faut qu'il y ait collectivement, collectivité, pompiers et État, des décisions qui soient prises. Le gouvernement est prêt à agir rapidement selon vous ? Moi, je le souhaite et je lui demande, parce que c'est pas sain, après une manifestation de policiers importante à Paris il y a quelques semaines, de voir la semaine prochaine une manifestation importante de sapeurs-pompiers venus de toute la France. Monsieur Bussereau, vous avez toujours milité pour une nouvelle UMP. Hein. Vous êtes, je crois, vous avez un peu la nostalgie de cette union de la droite qui s'était faite autour de Jacques Chirac. Pardonnez-moi, j'ai pas la nostalgie de l'union de la droite, j'ai la nostalgie de l'union de la droite et du centre. Et le problème actuel, c'est qu'on parle que de la droite et que le parti Les Républicains a complètement oublié le centre. Est-ce que vous croyez encore à la réussite de l'initiative de Gérard Larcher autour de ça ? J'y crois d'autant plus que tout à l'heure, à 18h, je serai avec lui à Sèvres pour faire le bilan de toutes ces conventions que nous avons tenues dans la France. Il en a tenu une chez moi, à Rochefort-sur-Mer, avec près de 600 participants. Ça a passionné les gens, parce que ça a été un dialogue pas de politique aigrie. Hein, on a écouté beaucoup de gens de la société civile, et je pense que ça redonnait un peu le moral à quelques mois des élections municipales. C'est la sinistrose. Gérard Larcher, c'est pas la fée Clochette, hein, mais voilà, il a apporté un peu d'optimisme en disant bon, si on se parle, si on travaille, on peut faire mieux que ce qui a été fait ces derniers temps. Mais est-ce que le centre est prêt à vous écouter ? Alors le centre est dispersé, d'accord, mais par exemple l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, on a l'impression qu'ils se tournent plus vers Emmanuel Macron que vers Gérard Larcher. Oui, mais Jean-Christophe Lagarde se tourne en effet plus vers la majorité présidentielle. Mais voyez Laurent Hénart, le Parti radical, qui y était depuis plus longtemps et auquel on vient de faire de très mauvaises manières en désignant des candidats à Tours et à Montélimar contre des élus sortants du Parti radical. Je pense que la majorité présidentielle est assez ectoplasmique. Je ne parle pas du MoDem, qui est organisé depuis longtemps autour de François Bayrou et de Marielle de Sarnez. Je pense qu'En Marche ne fonctionne pas bien, hein, et on voit bien dans les décisions qui sont prises à Bordeaux, le fait d'aller soutenir quelqu'un contre le maire proche d'Alain Juppé est une hérésie. Et par ailleurs, le PS et LR sont deux partis extrêmement abîmés, qui ont perdu énormément d'adhérents et d'élus. Donc tout ça n'est pas bon pour la démocratie, et pendant ce temps-là, le Rassemblement national va grignoter au municipal des nouveaux fiefs supplémentaires, et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. On suivra tout ça, notamment cette convention ce soir où vous serez présent à Sèvres. Question un petit peu plus légère pour finir. La semaine prochaine, Christian Prudhomme va dévoiler le parcours du Tour de France. Hein. On sait que les départements sont très impliqués dans ce Tour de France. Ce sera normalement votre dernier Tour de France en tant que président de l'ADF, le Tour 2020. Est-ce que le cadeau de départ de Christian Prudhomme, c'est de faire de La Rochelle une ville d'étape ? Je vous propose de m'inviter la semaine prochaine sur votre plateau, après qu'il ait annoncé la carte, et je vous dirai si je suis un homme heureux ou un homme malheureux. Bon. Mais en tout cas, le Tour de France, c'est quand même une aventure collective formidable. Dans un pays où la sinistrose a tendance à faire florès, Tour de France, c'est un des rares moments de joie, d'unité au bord des routes. Voilà, il n'y a pas de gilet jaune, il n'y a que le maillot jaune. Bon, on verra la semaine prochaine si vous êtes un homme heureux. Merci Dominique Bussereau d'avoir été avec nous ce matin. Demain, à votre place, ce sera Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État chargé des Transports. C'est un ministère que vous connaissez bien, Dominique Bussereau. Dans quelques instants, on va passer au Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Public Sénat. Avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Aujourd'hui, avec vous, messieurs, nous parlerons de la loi sur le statut de l'élu, examinée cette semaine dans l'hémicycle du Sénat. Nous parlerons également du débat sur la politique migratoire qui a eu lieu hier au Sénat. Et puis nous irons à Rouen retrouver notre partenaire de Paris Normandie, Thierry Rabier, pour faire un point sur la situation sur place 2 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Et cette semaine, nous sommes en
Ille-et-Vilaine, à Rennes, précisément pour parler de la rentrée universitaire. Et aujourd'hui, le sujet, ce sont les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. On regarde ce reportage de Béatrice Finzan et Michael Switzberg. Depuis la rentrée, les frais d'inscription pour les étudiants hors Union européenne ont augmenté. Ils doivent désormais payer 15 fois plus cher que leurs camarades. Sur les 67 universités françaises, seulement 7 ont décidé de l'appliquer. Ici, à Rennes 2, ce n'est pas le cas. La mesure ne passe pas. Pourquoi ? Bonjour Monsieur Blanchet, vous êtes membre de la direction de l'université Rennes 2. Alors, pourquoi ne pas avoir appliqué cette mesure ? Bonjour, eh bien parce que, comme la grande majorité des universités françaises, c'est une mesure qui nous paraît abusive et discriminatoire, puisqu'elle sélectionne les étudiants par l'argent, qu'elle crée une différence entre ceux qui viennent de certains pays par rapport à ceux qui viennent d'autres pays, et puis parce que ça empêche le rayonnement international de l'université française en général, l'université Rennes 2 en particulier. Si demain, il n'y a plus d'étudiants étrangers à Rennes 2, quel est l'impact pour les filières ? L'impact, d'abord, c'est une réduction des étudiants, du nombre d'étudiants. Il y a des filières dans lesquelles les étudiants étrangers jouent un rôle important parce que ça porte justement sur des questions internationales. Alors c'est un peu incohérent d'avoir une filière qui forme à l'international en n'ayant que des étudiants qui viendraient d'un seul pays ou de très peu de pays. L'impact pour le territoire, c'est que Rennes est une ville fortement universitaire. L'activité universitaire, la population estudiantine y occupe une place importante. Il crée toute une dynamique d'activité culturelle, de vie, etc. Et cette dynamique, elle a une coloration particulière du fait que c'est une dynamique internationale. Il y a des gens qui viennent de partout. À l'université de Rennes 2, les étudiants étrangers représentent 10% de l'effectif total. Beaucoup s'inquiètent de cette mesure. C'est le cas de Waman, originaire d'une région rurale d'Argentine. Pour moi, en gros, ça signifie être exclu de la société française. Ça signifie tout simplement que je ne pourrais pas continuer mes études, je ne pourrais pas finir mon projet d'études ici en France. Ça fait des années depuis que je prépare ces voyages, tout cet stage ici en France. Et du coup, si les frais augmentent l'année prochaine, moi je ne pourrais pas les payer. Du coup, ça signifie forcément que je devrais rentrer chez moi en Argentine. Ce qui est dommage, c'est qu'au final, en fait, il y aura des étudiants comme moi, dans mon cas, qui ne pourront pas faire des études. Pas parce qu'ils n'ont pas ni les compétences, ni l'aptitude pour se former, mais parce qu'ils n'auront pas les cash, ils n'auront pas l'argent. Au-delà des rêves brisés, les risques de ce dispositif gouvernemental sont nombreux pour les universités françaises. Fermeture de filières, perte de dynamisme et de rayonnement à l'international pour les territoires. Elles espèrent voir disparaître ce plan d'action baptisé « Bienvenue en France ». Et voilà pour ce sujet à Rennes, en Ille-et-Vilaine, sur la rentrée universitaire. Et Béatrice Finzan sera demain sur notre plateau pour nous raconter sa semaine. On va passer à ce Club des territoires. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. On va commencer en parlant de cette réforme de la fiscalité locale, puisque Dominique Bussereau était notre invité il y a quelques minutes. Et Dominique Bussereau, il est en colère contre cette réforme. Écoutez-le. Compensation n'est pas à la hauteur de la situation. Compensation par la TVA, Manuel Valls l'avait fait pour les régions. Et c'était assez logique parce que les régions ont principalement une activité tournée vers le développement économique, etc. Pour nous qui avons d'abord et avant tout des budgets sociaux, c'est-à-dire quand il y a une baisse de conjoncture, par exemple, donc moins de TVA, il y a plus de RSA pour nous, ce n'est pas une bonne solution. On a beau nous dire que la TVA est dynamique, certes elle est dynamique, mais en 2008-2009, pendant la grande crise des subprimes, elle ne l'était pas. Donc le mécanisme que nous propose le Premier ministre n'est pas nul et non avenu, mais il n'est pas suffisant par rapport à nos besoins. C'est ce que je vais dire à Madame Gourault dans une heure. Thierry Dupont, les départements, ils sont clairement en colère avec cette réforme de la fiscalité locale. Qui disent-ils les prive d'une partie de leurs ressources? Oui, d'abord parce qu'on donne le foncier bâti aux communes. Or, sur le foncier bâti, les départements pouvaient agir, ils pouvaient fixer leur taux, Là, on leur donne une part de TVA. Donc, en fait, ils ont l'impression que, grosso modo, quelle que soit la politique que vous menez, en fait, ce sera la même chose. Donc, il n'y a plus de différenciation. Donc, ça les prive d'une partie de leur autonomie fiscale. Et puis, par ailleurs, on voit bien que le gouvernement, en donnant à l'un et en prenant à l'autre, essaye d'enfoncer des coins entre les collectivités, alors que jusqu'à présent, il y avait un front uni des collectivités, que ce soit l'AMF avec François Baroin, que ce soit les régions avec Hervé Morin ou que ce soit les départements avec Dominique Bussereau.
Cette réforme de la fiscalité locale, elle ne fait pas forcément plus d'heureux chez les maires, Xavier Brivet. Pas du tout, enfin, elle mécontente tout le monde, en fin de compte. Les maires vont récupérer la part départementale du foncier bâti et les départements et les intercommunalités de la TVA. Ce que voulaient les maires de France, c'était une compensation de la suppression de la taxe d'habitation par un dégrèvement, c'est-à-dire que l'État prenait en charge intégralement la taxe d'habitation. Et ça permettait ce qu'on appelle une compensation à l'euro près. Là, ce n'est pas le cas, d'une part. D'autre part, l'État n'a fourni aux associations d'élus aucune simulation sur l'impact de cette réforme et les modalités de compensation. Il est question d'un coefficient correcteur. Il y aura des communes qui seront surcompensées, d'autres sous-compensées. Mais en tout cas, ce que les élus contestent, c'est au-delà de cette réforme, c'est une nationalisation de la fiscalité locale, une nationalisation de la taxe d'habitation et donc une mesure centralisatrice qui va à rebours de la volonté affichée du gouvernement de décentraliser davantage et une nationalisation de l'impôt local qui, en fin de compte, remet en cause le principe constitutionnel d'autonomie financière des collectivités locales. Donc pour tout un tas de raisons, financières, techniques, mais aussi politiques, le jeu de bonneteau qui va s'instaurer sur la fiscalité locale mécontente aussi bien les maires que les présidents de département. Bien, on suivra tout ça notamment à Bourges la semaine prochaine, pendant le congrès des départements, puisqu'il en sera bien sûr largement question. On va parler du texte sur le statut de l'élu, engagement et proximité, qui est examiné en ce moment même au Sénat. Jérôme Cordelier, c'est un texte qui vise à répondre au malaise des maires, qui vise à enrayer cette crise des vocations. Est-ce que c'est encore possible de l'enrayer ? Bon, c'est un texte très technique quand même. C'est pas une grande loi politique avec une grande orientation, mais c'est vrai que c'est pour retisser un peu le lien, restaurer le lien entre le pouvoir central d'en haut et puis la base, et notamment les premiers soutiens, les soutiers de la République que sont les maires. Donc le pouvoir macronien a dit, et il a besoin surtout de s'appuyer sur les maires. Bon, les municipales se profilent. On voit que tout est en train de s'organiser avec beaucoup de tensions entre la base En Marche et l'état-major En Marche pour les municipales. Et donc il y a à la fois une volonté républicaine de retisser le lien entre le pouvoir central et la base, et puis aussi quelques petits calculs politiques qui fait qu'on prépare évidemment les municipales qui auront lieu en mars. Donc c'est demain. Thierry Dupont, c'est un texte technique mais à visée politique ? Tout est politique. Mais en tout cas, on l'a bien vu. Rappelez-vous le débat à l'issue. Pour sortir de la crise des Gilets jaunes, majoritairement, les premières grands-messes sont tenues devant des assemblées de maires. Les maires étaient directement visés par l'offensive d'Emmanuel Macron pour reprendre la main. Donc il y avait des inquiétudes chez les maires, on l'a déjà dit. Il y a leur statut, leur protection, même y compris personnelle, face aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien avec leurs administrés. Il y a aussi des problèmes d'administration, notamment avec les intercommunalités. Donc tout ça, il fallait essayer de le corriger. Je suis d'accord avec Jérôme, ce n'est pas un texte qui va tout remettre en cause, mais il apporte certaines corrections et c'est plutôt bien accueilli par les maires, notamment sur tout ce qui est protection personnelle et pouvoir de police. Il est bien accueilli par les maires, ce texte, Xavier Brivet ? Oui, l'essentiel des mesures correspondent à leurs attentes et à des propositions que faisait l'AMF. Je crois que l'État a pris conscience de toute façon qu'il ne peut pas faire sans les maires. Le gouvernement a bien vu que les maires ont facilité l'organisation du grand débat qui avait été lancé. Il a bien mesuré la popularité des maires, qui a encore été rappelé chaque semaine. Un sondage montre que les Français aiment les maires, que les maires ont une forte notoriété, que les Français font un bilan très positif du mandat 2014-2020. Donc, le gouvernement, à travers le texte engagement et proximité, a étoffé le volet sur le statut pour deux raisons. Pour améliorer les conditions d'exercice du mandat d'une part et pour renforcer la protection des maires suite aux incivilités et aux violences dont ils sont victimes quotidiennement. Donc il y a un certain nombre de mesures techniques, on va peut-être y revenir. En tout cas, elles satisfont les maires, elles ne vont pas tout régler. Elles ne vont pas forcément régler une crise des vocations possible dont on parle à chaque scrutin. Un des derniers sondages montrait qu'un maire sur deux hésite à se représenter en mars prochain. Je ne suis pas sûr que ce texte
renverse la vapeur, mais il apporte quand même un certain nombre de mesures qui rendront l'exercice du mandat un peu plus confortable. On va y revenir, puisque ce texte est examiné encore la semaine prochaine dans l'hémicycle du Sénat. Donc évidemment, Xavier Brivet, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. On va passer à un autre sujet, le débat sur la politique migratoire. Il avait lieu hier dans l'hémicycle du Sénat. Alors que faut-il en retenir? Le résumé avec Flora Sauvage. Un an après la promulgation de la loi Asile et Immigration, les sénateurs ont planché mercredi sur la politique migratoire de la France. Et le Premier ministre a reconnu que tous les objectifs n'avaient pas été atteints. Il y a bien, me semble-t-il, la volonté très largement partagée dans cet hémicycle de concevoir la politique migratoire de la France entre ces deux points de tension que sont la nécessaire fidélité aux valeurs auxquelles nous croyons et une certaine forme de fermeté, c'est-à-dire la capacité que nous avons à choisir et à ne pas se voir imposer qui a le droit de résider sur le territoire national. Sur les bancs de la droite, certains regrettent que le gouvernement ne soit pas plus ferme en matière d'accueil. Vous n'avez pas la majorité, Monsieur le Premier ministre, pour une politique de fermeté. La réalité, elle est là. Vous n'êtes pas dans une logique de rupture en matière de politique migratoire, vous êtes dans une logique de posture. À gauche, on pointe les contradictions dans les discours de l'exécutif. La France, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit à l'Assemblée nationale, ne doit pas être ni plus ni moins attractive que ses voisins. Mais il me semblait que la politique du président de la République était justement de renforcer l'attractivité de la France. Et cette attractivité, il faut l'assumer sur tous les aspects. Au Sénat, le débat sur l'immigration a laissé la droite sur sa faim, tout en hérissant la gauche. Malgré les critiques, le Premier ministre a préféré souligner les convergences entre la vision de l'exécutif et celle de la majorité sénatoriale. Jérôme Cordelier, sur ce débat, il a eu lieu donc cette semaine à l'Assemblée nationale au Sénat. Quel bilan on peut en tirer? Écoutez, pour l'instant, le débat sur l'immigration, c'est très bien qu'on s'empare de ce débat. Il est temps, il y a une urgence importante. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est un débat, ce sont des vœux pieux. C'est-à-dire que c'est un débat qui est lancé, mais il n'y aura pas de vote. Donc, et c'est ce que dit, d'ailleurs, on a fait un entretien avec Jean-Pierre Chevènement dans Le Point de cette semaine, où il dit ça, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de grande loi sur l'immigration. Pour qu'il y ait grande loi, il faut qu'on parle aussi d'intégration, il faut qu'il y ait aussi volonté, c'est Jean-Pierre Chevènement qui le dit, entre d'une part les postulants à la nationalité française qui aient la volonté de s'intégrer, c'est-à-dire qu'ils soient là depuis 10 ans, qu'ils satisfassent certains critères, qu'ils aient un travail, qu'ils parlent français, et puis aussi qu'il faut qu'il y ait une volonté de l'État français de les intégrer, c'est-à-dire de lancer des grandes lois sur le travail, le logement, voilà, pour l'instant, on est encore à des balbutiements, même si on voit une forte volonté présidentielle, notamment d'Emmanuel Macron, à raison et pour aussi des raisons de politique interne et de calculs électoraux, de s'emparer de cette question. Mais c'est vrai qu'on est dans un moment très important. Encore une fois, Jean-Pierre Chevènement, par exemple, dit sur les candidats au droit d'asile, c'est vrai que les premiers candidats, ce sont les premières demandes proviennent d'Albanais. Ce sont des pays sûrs. Pourquoi Albanie, Géorgie, voilà. Et puis pourquoi on revoit les dossiers de déboutés du droit d'asile qui ont été déboutés par des pays voisins comme l'Allemagne, qui pourtant sont des pays démocratiquement justes. Donc voilà, il y a tous ces débats, il y a toutes ces questions à résoudre, et ce ne sont pas des questions minces, évidemment. Je vais vous faire réagir, Thierry et Xavier, mais on va voir avec vous, Alex, que ce débat sur l'immigration, il ne date pas d'hier. Vous remontez pour nous les archives, et vous avez trouvé des pépites encore. Et oui, je suis revenu il y a 10 ans sur le fameux débat de Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale et l'immigration. Alors ce n'était pas un débat parlementaire, c'était même un débat citoyen, une sorte de grand débat national sur l'immigration, avec un objectif à peine voilé, aller sur les terres du Front National. Écoutez Éric Besson, le ministre à l'époque de l'identité nationale et de l'immigration. Alors que l'extrême droite réclame un véritable Grenelle sur la question, le ministre assume sa position. Si vous lisez les communiqués de Jean-Marie Le Pen, depuis une semaine, je suis sa cible privilégiée. Ça me réjouit par certains côtés, puisque je me dis, tiens, il a peut-être compris qu'on va lui piquer définitivement un certain nombre de valeurs qu'il croyait s'être attribuées et qui ne sont pas des valeurs qu'il devrait naturellement porter.
Et voilà, Éric Besson qui se réjouit de reprendre les valeurs de Jean-Marie Le Pen. Notez que Emmanuel Macron, sur ce débat actuel sur l'immigration, est accusé de vouloir rejouer le duel de la présidentielle 2017 avec Marine Le Pen. Alors, autre similitude que j'ai trouvée entre ces deux débats, le calendrier, car aujourd'hui, cela ne vous a pas échappé que ce débat sur l'immigration va arriver quelques mois avant les élections municipales. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy avait fixé son débat sur l'identité nationale juste avant les élections régionales, ce qui avait beaucoup critiqué la gauche à l'époque. Écoutez la sénatrice socialiste Bariza Kari. Je suis pour le débat. Je pense qu'il y a une nécessité à ce débat. Je ne suis absolument pas d'accord sur le tempo choisi. J'aurais préféré que ce débat ait lieu après les élections régionales parce que je ne suis pas dupe. Il y a une question de diversion par rapport aux problèmes des Français et il y a une autre question qui est des arrière-pensées électoralistes. Alors si on écoute les deux discours sur l'immigration, époque Sarkozy, époque Macron, il y a là aussi des similitudes, notamment sur l'immigration choisie. Et Édouard Philippe s'est dit ouvert à des quotas d'immigrés professionnels, d'immigrés économiques. Et c'est un peu la même logique à l'époque sous Nicolas Sarkozy. Écoutez Brice Hortefeux, ministre de l'immigration en 2008. Aujourd'hui, l'immigration familiale, au titre du regroupement familial, c'est de l'ordre de 60-70%, et l'immigration économique, c'est simplement de 7%. Et donc, il faut qu'on arrive entre ces deux situations, immigration économique, immigration au titre du regroupement familial, à une situation de 50-50. C'est la mission qui m'a été confiée, donc ça s'inscrit dans le prolongement de ce qui est déjà souhaité. Et voilà, notez que ces quotas d'immigrés économiques à l'époque en 2008 avaient été proposés par la commission de Jacques Attali pour relancer la croissance, commission dont le rapporteur était un certain Emmanuel Macron. Eh bien voilà Alex, on a l'impression que c'est un débat sans fin finalement ce débat sur l'immigration. L'année dernière on a eu une loi qui s'appelait Asile-Immigration, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de rouvrir le débat à peine un an après. La droite a beau jeu de dire pourquoi vous ne l'avez pas fait, pourquoi vous n'avez pas pris les mesures nécessaires l'année dernière. Vous vous êtes opposé à tout un tas de mesures qui visaient à durcir les conditions d'entrée ou les conditions de séjour. C'est vrai que, on sent bien qu'il y a quand même une arrière-pensée politique chez Emmanuel Macron de percer ce qu'il suppose être un abcès, de le faire maintenant, en prévision des municipales, mais également en prévision de 2022 pour la prochaine élection présidentielle, de préempter ce domaine. On le dit faible sur les questions régaliennes, il veut montrer qu'il a des choses à dire. Jean Cordelier. Oui. On ne peut pas tout ramener, pardon cher Thierry, on peut pas tout ramener à l'arrière-pensée politique et électorale parce que c'est un débat qui est crucial. On a perdu beaucoup de temps et donc là il y a évidemment quelque chose d'essentiel à faire sur cette question. Et donc c'est pas uniquement évidemment on voit toujours des calculs politiques et électoraux dans tout ce que font les gens au pouvoir, mais là en l'occurrence c'est vrai qu'il faut se saisir maintenant de manière très concrète. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup dans les hémicycles, mais pour l'instant, voilà, il faut ça manque installer. Voilà, ça manque d'actes. Mais par contre, c'est vrai que le cadre qu'a fixé Emmanuel Macron, avec d'ailleurs, il a un certain courage politique, puisque notamment dans sa majorité, ça tangue beaucoup sur ces questions. Il y a beaucoup de clivages, il y a beaucoup de tensions. Donc, et puis on l'a encore dit que c'était un virage droitier. Enfin, et il y a un certain courage politique, il faut aussi le reconnaître. Et donc, mais maintenant, il faut passer aux actes, il faut passer à des mesures concrètes. Xavier Brivet. Et alors les maires, eux, ont tiré la sonnette d'alarme. 13 d'entre eux ont saisi le gouvernement par le biais d'une tribune. Ils l'avaient déjà fait fin 2017. Et eux sont en première ligne, loin des débats politiques et des joutes oratoires. Ils sont confrontés à la prise en charge sanitaire, éducative, globale, notamment des migrants. Ils ont saisi le gouvernement en lui faisant part de l'urgence, non seulement parce que des camps se créent dans pas mal de villes, ça pose des problèmes de santé, de salubrité, de sécurité. Les maires font ce qu'ils peuvent, accordent des aides, ouvrent les écoles aux enfants, signent pour certains des contrats d'intégration avec l'État, mais ils considèrent que c'est une mission régalienne, la prise en charge des migrants. Donc ils demandent à l'État de prendre ses responsabilités et au niveau européen de négocier
des quotas, une prise en charge de la population migrante, parce que eux, au quotidien, ils sont tout seuls pour faire face à cela, souvent dans des quartiers déjà paupérisés, avec des populations pris entre deux feux, entre des populations qui veulent des choses, des migrants qui sont là, et ils sont assez démunis. Donc ils ont, à côté de tout le débat là, qui se déroule, saisi l'État pour qu'il prenne ses responsabilités et mette en place un véritable plan d'action. Ils sont trop isolés, ces maires? Oui, mais ce n'est pas seulement les maires. Dominique Bussereau était là tout à l'heure, il parlait des départements qui sont, eux, confrontés à la gestion des mineurs isolés. Et c'est vrai que le nombre croît chaque année. Entre 2017 et 2018, il y en a eu 5600 de plus. C'est une charge pour la collectivité, puisqu'il faut les prendre en charge, ces jeunes. Pour les départements. Pour les départements. Rappelez Dominique Bussereau. Et c'est vrai que ce n'est pas compensé par l'État. Et les départements sont en droit de dire que c'est effectivement une mission régalienne qu'ils assurent en lieu et place de l'État et que l'État devrait réagir. Jérôme Cordelier. Oui, enfin, c'est un constat juste. Hein. C'est vrai que les maires sont démunis, mais comme ils le sont sur plein de sujets, puisqu'ils sont en première ligne, et donc d'où la nécessité de rehausser le statut des maires, notamment des maires ruraux, enfin des petits maires, comme on dit, qui font du quasi-bénévolat. Mais il y a aussi une part positive. Enfin, j'essaye d'être toujours positif, parce qu'il y a dans certains endroits, dans des villes moyennes et dans des villages, l'intégration, quand elle se fait un peu à dose homéopathique, par exemple une ou deux familles dans une communauté humaine, eh bien ça fonctionne plutôt bien. C'est sûr que quand on met... malheureusement, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus. C'est-à-dire que les responsables, quels qu'ils soient, et nous aussi journalistes, malheureusement, il y a des... Quand on voit à petite échelle, ça fonctionne plus évidemment que quand on fait des camps de migrants porte de la Chapelle, quoi. Donc, je trouve ça étonnant qu'on ne mette pas plus l'accent, plus les moyens sur de l'intégration comme ça à dose homéopathique dans des petites communautés humaines, parce qu'on voit que les deux communautés sont d'accord, c'est-à-dire que les migrants sont ravis d'être intégrés dans des communautés françaises, et les Français autour sont ravis. Ça donne un certain sens à leur vie même d'intégrer ces gens venus d'ailleurs. Allez messieurs, on va passer à un autre sujet du club. On va parler de Rouen, puisque nous sommes 2 semaines après l'incendie de cette usine Lubrizol de Rouen. Comme tous les jours, vous le savez, on va aller dans une rédaction locale. Et aujourd'hui, nous sommes au téléphone avec nos partenaires de Paris-Normandie. Thierry Rabillet, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, 2 semaines après cet incendie, dans quel état d'esprit sont les habitants de Rouen et des environs? J'ai envie je vais me répéter un petit peu, mais c'est qu'ils sont toujours dans l'attente de résultats probants. Il y a toujours des grosses incertitudes. On attend aujourd'hui une conférence de presse de Christian Boulochet, le président, directeur général de Normandie Logistique, cet entrepôt qui jouxte Lubrizol et qui a aussi brûlé le 26 septembre. Il a fallu quasiment 10 jours à la préfecture de Seine-Maritime pour citer le nom de cette entreprise dans ses communiqués et dans ses conférences de presse. Et nous avons appris au bout de 10 jours, alors que nous posions la question, nous, Paris-Normandie, depuis plusieurs jours, puisque nous avions la certitude que cet entrepôt avait brûlé, qu'il y avait plus de 5000 tonnes de matières dangereuses qui étaient stockées dans ces entrepôts. Et on cherche toujours quels sont les produits qui ont brûlé ce jour-là. C'est quand même assez incroyable et c'est ce qui provoque encore plus d'inquiétude et de ressentiment chez la population rouennaise. Est-ce que vous avez une explication, est-ce qu'on vous a donné une explication sur ce silence, sur cet incendie qui a aussi eu lieu à Normandie Logistique? Aucune information. Le préfet se réfugie derrière le secret de l'instruction, derrière l'enquête qui est en cours. Mais c'est quand même assez incroyable puisque le DREAL de Normandie, depuis le début de la crise, indique que les analyses sont faites à partir de la nomenclature qui a été fournie par Lubrizol. Donc on cherche des produits qui ont brûlé, donc dont la combustion a eu lieu à partir des produits qui sont sur la liste Lubrizol. Mais comme la liste de Normandie Logistique n'a jamais été fournie à la préfecture, et ni aux services, ni aux chimistes, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans l'air finalement. Il y a eu des 5000 tonnes de Lubrizol, mais les 5000 autres tonnes de Normandie Logistique sont parties aussi en fumée. Quels sont les produits? Certains sont sûrement les mêmes, et il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas encore connus et qui ont circulé depuis 10 jours dans l'atmosphère jusque dans les Hauts-de-France et même jusqu'en Belgique. Et on cherche toujours la trace de ces produits. Et nous n'avons pas l'identité de ces produits. C'est ce qui provoque encore la colère, le ressentiment de la population rouennaise aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle de Normandie Logistique, mais le gouvernement, lui, il concentre ses attaques sur Lubrizol, trop absente pour Édouard Philippe, pas à la hauteur pour Elisabeth Borne. Comment c'est perçu sur place?
C'est la partie de ping-pong, donc j'ai envie de dire que tout ça, ça passe au-dessus de la tête des Rouennais, comme le panache de Funé d'ailleurs. Et donc les Rouennais, peu importe la communication, qu'elle soit défaillante chez Bouygues ou défaillante auprès des services de l'État, en tout cas, c'est un manque d'information qui est vraiment aujourd'hui remarqué et qui est noté par la population. Donc on veut avoir les informations réelles sur ce qui a brûlé le 26 septembre. C'est la seule information aujourd'hui qui intéresse la population rouennaise. D'autant que des analyses ont montré qu'il y avait un taux élevé de dioxine dans l'air, 4 fois supérieur à la normale. On imagine que ça, c'est pas de nature à vous rassurer. C'est 4 fois supérieur à la normale, mais c'est encore en dessous des seuils autorisés. Donc c'est vrai que c'est un seuil, on va dire, exceptionnellement élevé par rapport aux normes relevées habituellement. Donc pour rassurer quand même la population, ce sont des normes qui sont encore autorisées, qui ne sont pas encore considérées comme dangereuses pour la santé. Mais effectivement, tout cela interpelle. Donc aujourd'hui, on multiplie les données. La préfecture essaye de rassurer en disant que de nouveaux prélèvements vont être faits, de nouvelles analyses vont être faites et que les résultats seront donnés. Ça, c'est une chose, ça, c'est une première chose, mais la chose la plus importante, c'est le flou artistique qui règne autour de ce stock de Normandie Logistique. Et donc, on attend avec impatience ce midi la conférence de presse du directeur de Normandie Logistique, qui doit normalement aujourd'hui déposer aussi sa liste des produits à la préfecture de Seine-Maritime. Vous vous rendez compte, incendie 26 septembre, nous sommes aujourd'hui le 10 octobre. Il a fallu avoir plus de 10 jours pour avoir cette liste et pour savoir exactement ce qui était entreposé sur ce site qui jouxte un site Céveso à Rouen. C'est quand même assez incroyable. Dernière question, Thierry Rabier, est-ce que des ministres sont attendus à Rouen dans les prochains jours, dans les prochaines heures? Et tout à fait, on attend demain Elisabeth Borne, Didier Guillaume ainsi que Agnès Buzyn qui doivent venir installer le fameux comité de surveillance qui a été annoncé par Édouard Philippe ce week-end dans les pages du journal du dimanche. Donc ils vont venir tous les trois annoncer l'installation de ce comité d'experts, de sages qui doit garantir surtout la suite des enquêtes et notamment une étude épidémiologique qui devrait être lancée. Quand on voit que les Américains, après le World Trade Center, ont patienté 2 ans, ont attendu trop longtemps, 2 ans, ils ont installé un comité de suivi épidémiologique en 2003. Tout le monde s'accorde à dire, chez les scientifiques, que ce laps de temps était beaucoup trop long. Et donc, c'est presque assez étonnant aujourd'hui qu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, n'ait pas annoncé qu'un suivi épidémiologique sera fait à Rouen et dans l'agglomération rouennaise et même en Seine-Maritime très rapidement pour suivre l'évolution justement de ces produits et quels effets ils auront sur la santé demain. Eh bien, merci Thierry Rabier. On voit que le flou et l'inquiétude demeurent sur place. On suivra bien sûr les événements des prochains jours avec vous. Merci Thierry Rabier de Paris-Normandie d'avoir été en direct avec nous depuis Rouen. On le voit, 2 semaines après l'incendie, toujours des questions, toujours du flou. Allez-y Thierry, Jérôme. Non, mais ça ressemble à un fiasco. Enfin, il faut dire les choses. Vous imaginez, 15 jours après l'incendie, on ne sait toujours pas. On ne sait pas. Non seulement on n'a pas la liste des éléments chimiques qui ont pu être mis dans l'air, mais on ne sait même pas quelle peut être l'interaction entre ces différents éléments chimiques. On peut comprendre que la population soit inquiète. Je me mets à leur place. Rapidement, Jérôme. Oui, là, c'est ce que dit notre confrère Thierry Rabier, c'est terrible, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a 15 jours, et puis après le défilé des ministres comme ça, mais ça rime à quoi, en fait? Donc les gens sur place, là, on a c'est malheureusement une tragique fable politique, cette affaire rouennaise. C'est-à-dire que discrédit total de la parole publique. C'est là où il y a beaucoup de choses qui se jouent là et qui peuvent malheureusement avoir des conséquences un peu dans le reste du débat national. Donc c'est une affaire très préoccupante. Et puis aussi du côté de l'entreprise. 10 secondes pour Xavier Briet. Oui, et cette catastrophe montre aussi l'opacité et l'absence ou le manque d'échange d'informations entre les entreprises à risque et les communes. Dans ces communes sur lesquelles il y a des sites Céveso, il y a des plans de prévention des risques technologiques, les fameux PPRT. Mais une catastrophe comme celle-ci montre qu'il faut remettre à plat ce dispositif et à la fois blinder l'amont, c'est-à-dire quelles entreprises avec quels produits et quelles procédures de sécurité en cas d'incendie et de catastrophe, quelles procédures d'alerte de la population, et puis l'aval, le débriefing avec les industriels. Mais aujourd'hui, le maire de Rouen est concerné, mais tous les maires du couloir de la chimie, par exemple, dans le Rhône, sont confrontés, et je prends le pari que la plupart d'entre eux ne sont pas au courant des produits qui sont entretenus, des procédures d'alerte, que les PPRT sont plus ou moins actualisés, les dispositifs d'évacuation et de gestion de l'urgence
pas totalement au point. Et on suivra tout ça puisqu'une commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de cet incendie et des sites Seveso va être mise en place aujourd'hui. On va passer à un sujet un petit peu plus léger, sujet de nos partenaires des télévisions locales, puisque vous le savez, tous les jours on se rend au plus près de vous. Aujourd'hui, on va aller dans la Somme, la ville d'Abbeville. C'est la première ville moyenne de France à ne plus avoir de feu tricolore. L'objectif de cette initiative, c'est de fluidifier la circulation. On regarde ce reportage d'Adélaïde Bollard pour nos partenaires de WEO. C'était le dernier de la ville. Ce feu tricolore abbvillois, situé au croisement des routes d'Amiens et de Doulan, a été démonté ce lundi. C'est le 11e carrefour de la ville à voir s'envoler ses feux au profit de giratoires. Objectif, fluidifier le trafic et réduire l'accidentologie dans cette commune traversée quotidiennement par 65 000 véhicules. C'est une démarche très pragmatique qui aboutit aujourd'hui par cette opération, mais il n'y avait pas une volonté d'éradiquer absolument les feux, c'est simplement ça correspondait bien aux habitudes de notre ville, à la nécessité d'assurer à la fois une fluidification de la circulation et puis de réduire au maximum les différentes nuisances qui sont liées à des feux tricolores, une pollution lumineuse avec la consommation électrique, une pollution et des nuisances sonores, puisque beaucoup de coups de frein, d'accélérateurs, etc. Sur les endroits qu'on a déjà identifiés, je pense notamment au rond-point de la Femme Nue et au rond-point de la chaussée de Rouvroy, qui étaient des endroits qui étaient effectivement bouchés en pendulaire au moment des sorties d'usine ou des sorties d'école. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ces ralentissements-là. C'est un cheminement qu'on a mis en place depuis 2010 et qui se concrétisera totalement au début du mois de novembre. Date à laquelle le rond-point en cours d'aménagement ici sera terminé. Abbeville devient ainsi symboliquement la première ville de France de 25 000 habitants à ne plus avoir aucun feu tricolore. Et on va passer à la revue de presse régionale avec vous, Alex Poussard. On commence, Alex, par l'Alsace. Et oui, à la une de l'Alsace, on parle de la centrale de Fessenheim, puisque sa fermeture a été actée par la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, la fermeture des 2 réacteurs de cette centrale. Mais il y a maintenant des doutes sur l'avenir de cette centrale de Fessenheim, sur sa reconversion. Est-ce qu'elle va devenir un parc photovoltaïque ou alors un projet scientifique? En tout cas, EDF va bénéficier d'une rente jusqu'en 2041 versée par l'État pour assurer cette reconversion et puis également combler un manque à gagner. Et puis on va passer à la presse de la Manche, le PR de Flamanville. Et oui, où on parle de ce retard finalement qui n'en finit pas avec ces travaux pour l'EPR de Flamanville, pour ce réacteur nouvelle génération, et un nouveau retard qui va coûter 1,5 milliard d'euros car il faut retravailler 8 soudures sur le circuit vapeur de l'EPR. Résultat, cet EPR va être livré finalement fin 2022 et cela va coûter au total 12,4 milliards d'euros. Et à la une du Maine Libre, Alex ? Et à la une du Maine Libre, on parle de l'usine de papeterie Arjowiggins qui avait été placée en liquidation judiciaire en mars dernier. Mais les salariés de l'usine continuent à avoir espoir pour relancer cette usine. Et ils ont notamment bloqué la vente aux enchères de la pâte à papier de l'usine. Une vente aux enchères qui a été autorisée par le cadre de cette liquidation judiciaire. Et cette matière première qui a été conservée, selon eux, va leur permettre de pouvoir relancer l'usine. Merci beaucoup, Alex. Voilà pour les unes de la presse régionale. On va parler de vos unes, messieurs. Thierry Dupont à la une de l'Express Islamisme, l'état miné de l'intérieur. Oui, après le drame de la préfecture de police la semaine dernière, nous revenons sur l'enquête, mais également sur ce qu'on a pu identifier comme étant des faiblesses d'Emmanuel Macron en matière régalienne, à savoir les questions d'immigration, les questions de gestion, d'organisation de l'islam en France. Voilà. Et à la une du Point aussi, Jérôme Cordelier, c'est l'islamisme. Une question, face à l'islamisme, sommes-nous devenus lâches? Oui, on a fait un grand dossier de 13 pages avec, on revient sur l'enquête, les politiques, et puis aussi un grand entretien avec Jean-Pierre Chevènement, je vais parler préalablement, et puis aussi j'attire votre attention sur le grand entretien aussi avec Bernard Rougier, dont on va beaucoup parler dans les prochaines semaines parce qu'il sort un livre très important au PUF et sa thèse qui fait un peu froid dans le dos, c'est que ce sont ces territoires maintenant qui ont été conquis par l'islamisme, c'est-à-dire on n'est plus dans les quartiers perdus de la République, on est maintenant dans des quartiers complètement inféodés à l'islamisme. Et puis, donc c'est un entretien terrible. Rapidement, Jérôme, de une régionale. Oui, donc vous savez que Le Point, c'est aussi des éditions locales et donc nous avons Montpellier
40 pages sur où se soigner avec le palmarès des hôpitaux et des cliniques du département et de Montpellier par nos spécialistes François Mali et Jérôme Vincent. Et puis à Lyon aussi, vous savez, Lyon va devenir la cité de la gastronomie, donc on fait la nouvelle cuisine lyonnaise et aussi le focus sur les finances publiques de la métropole et de la ville par Agnès Verdier-Molinier. Voilà, c'est dit. Très rapidement, la une de Maire de France, on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Xavier Brivet, puisqu'on est un petit peu en retard. Fin de cette émission, on la voit, votre une. Fin de cette émission, on se retrouve demain. L'invité politique Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État au transport. On vous attend donc demain. C'est la fin de Bonjour chez vous, mais nous on se retrouve dans quelques minutes pour suivre en direct l'audition de Christophe Castaner devant le Sénat. A tout de suite. Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, et avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires.